Bonjour, nous voici pour le live du lundi sur aujourd'hui le thème de la cohérence. Est-ce qu'on est obligé d'être cohérent avec nous-mêmes et dans le couple parental? Est-ce que ça, ce qui signifie, c'est une façon de dire, est-ce qu'on est obligé d'être toujours d'accord avec nous-mêmes? Si telle chose est interdite aujourd'hui, est-ce qu'elle doit être interdite demain? Si telle chose ne me dérange pas aujourd'hui, est-ce qu'elle doit ne pas me déranger demain? Est-ce que ce qui dérange papa doit déranger maman, etc., etc. Souvent, on nous dit qu'il faut être cohérent, que l'enfant a besoin que les choses soient constantes, régulières, que les limites soient claires et toujours les mêmes. Sinon, il est perdu et ça ne répond pas à son besoin de sécurité. Moi, j'ai envie de dire une chose là, c'est qu'en disant ça, on met automatiquement les parents en situation d'échec. Comment voulez-vous être toujours aussi tolérant pour les différentes choses tous les jours de l'année, tous les ans, avec tous les enfants, dans tous les contextes? C'est absolument impossible. On demande quelque chose qui est absolument impossible. Et ça, c'est la première chose sur laquelle je veux vous alerter. Je veux savoir à ceux qui participent au live là, est-ce que tout ce que vous supportez pas le lundi, vous le supportez pas non plus le mardi? Est-ce que ce que vous supportez pas quand vous êtes fatigué, vous le supportez pas quand vous êtes en forme? Est-ce que ce que vous n'autorisez pas à un grand, vous trouvez qu'il faut pas non plus l'autoriser à un petit ou l'inverse? Des exemples concrets? Par exemple, est-ce que si votre enfant de 2 ans vous dit « Maman, je veux aller acheter le pain tout seul », est-ce que vous lui dites « Tiens, voilà les sous, vas-y ». Je vous invite à me répondre, me dire oui ou non. Oui, j'autorise mon enfant de 2 ans à aller tout seul à la boulangerie ou non, je ne l'autorise pas. Et puis, si c'est votre enfant de 12 ans qui vous dit « Est-ce que je peux aller tout seul à la boulangerie ?» Est-ce que vous dites oui ou est-ce que vous lui dites non? Et puis, si l'enfant vous dit d'aller à la boulangerie, alors que vous êtes à la maison, que vous connaissez le trajet. Ou bien, est-ce qu'il vous dit d'aller à la boulangerie, est-ce que vous êtes dans un nouvel endroit où vous ne savez même pas vous-même où est la boulangerie? Oui, évidemment, Marjorie, elle autorise son enfant de 2 ans. Bonjour, Maja. Oui, voilà, donc Marjorie me dit oui, je suppose que ça veut dire qu'elle autorise son enfant de 2 ans à aller tout seul à la boulangerie. Comme quoi, d'une personne à l'autre, il y a des variations. Parce que moi, je n'autoriserais pas mon enfant de 2 ans à aller tout seul à la boulangerie. Et cette variation obligatoire de nos choses qui nous dérangent et qui ne nous dérangent pas, et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Parce que quand on veut s'obliger à être constant, à toujours accepter ou refuser les mêmes choses, on en vient à être dans des fausses acceptations ou des fausses refus. Et l'enfant, il coopère avec ce qu'on veut vraiment, la plupart du temps, pas avec ce qu'on dit. Donc si je lui dis non, ça me dérange que tu fasses du bruit parce que j'ai décidé qu'il n'a jamais le droit de faire du bruit dans ses jours parce que les jours où je suis fatiguée, je ne supporte pas qu'il fasse du bruit. La plupart du temps, s'il sent qu'aujourd'hui ça ne me dérange pas, il va continuer à en faire. Et je vais créer un conflit à partir de rien, parce qu'il n'y a pas de problème au départ. Si moi c'est ok pour moi aujourd'hui. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce que l'enfant a réellement besoin que ce soit constant? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais si un jour je lui dis oui, un jour je lui dis non, il ne sait plus du tout à quel sens se vouer. Et donc, du coup, c'est pas confortable pour lui, il sait pas s'il doit le faire, s'il peut pas, si ça me gêne, si ça me gêne pas. Et du coup, cette variation est pas sécurisante pour lui. Donc, il vaut mieux que moi, je fasse l'effort de dire ça, je vais faire tout le temps comme ça, et ça, je vais faire tout le temps comme ça. C'est une excellente question. C'est une excellente question, parce que quand je le décris comme ça, ben, ça donne, on a envie de dire, ouais, ça va être trop ingérable pour l'enfant que ça change tout le temps. Un coup c'est oui, un coup c'est non, je sais jamais s'il veut ou pas. Voilà, et là aussi on va avoir aussi cette insécurité qu'on projette sur l'enfant dans le couple. Si avec papa j'ai le droit de manger avec les doigts et avec maman ça la dérange, oh là là, je vais me sentir en insécurité parce que je ne saurai jamais si j'ai le droit de manger avec les doigts ou pas.
Et là, quand je prends dans l'exemple dans le couple, on peut assez vite voir qu'en fait, l'enfant, il est capable de faire la différence. Il voit la différence, papa, maman. Quand il y a papa, ça se passe comme ça. Quand il y a maman, ça se passe comme ça. Et on s'inquiète à l'intérieur du couple. Mais on a l'expérience que l'enfant est capable de gérer des choses qui changent avec d'autres personnes. Si je confie l'enfant aux grands-parents, il le gère. Les règles sont pas les mêmes. La façon de poser les règles sont pas les mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? À peu près rien. Des fois, quand il revient, ça se passe pas forcément bien, parce qu'il faut un temps d'adaptation. Mais ça n'est qu'un temps d'adaptation. Fondamentalement, il le gère bien. On peut faire confiance beaucoup plus aux enfants que ça. De la même façon, dire à un enfant, aujourd'hui je suis fatigué, je voudrais que tu fasses pas de bruit, il va tout à fait le comprendre. Il n'est pas nécessaire de lui interdire de faire du bruit toute l'année pour que le jour où je n'ai vraiment besoin, il soit habitué. Je veux bien avoir un peu vos retours sur ce que je dis. Est-ce que vous vous obligez à être toujours d'accord avec vous-même? Qu'est-ce que vous avez observé quand vous essayez d'être toujours d'accord avec vous-même, d'avoir défini des règles qui sont immuables, hein, comme on ne mange pas avec les doigts, on ne va pas à pied à la boulangerie, on ne fait pas de bruit dans le séjour, ou je ne sais quoi. Est-ce que vous vous obligez à ça? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, je vous laisse un peu de temps pour répondre. Alors, je ne sais pas toujours qui participe, qui ne participe pas. Non, Facebook n'est pas très régulier sur le fait de me prévenir. Cette obligation de cohérence, pendant que vous répondez, je continue, cette obligation de cohérence qu'on met sur les parents crée énormément de problèmes. On le voit tous les jours parce que ça crée de la rigidité. Voilà, Maja nous dit non, impossible. Les seules règles immuables, la sécurité avec danger immédiat. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant ton exemple sur les règles de sécurité avec danger immédiat parce que c'est une règle qui dépend de rien. Que mon enfant ait 2 ans ou qu'il en ait 10, je ne suis pas d'accord qu'il risque un accident en n'étant pas attaché en voiture. Que ce soit une fille ou un garçon, que je sois dans ma voiture habituelle ou dans la voiture du voisin, le risque, je ne l'accepte jamais. Donc, en fin de compte, les seules règles immuables, ça peut être les règles de la sécurité, mais c'est surtout les règles où en fait, je change vraiment pas d'avis. J'ai essayé au début pour obéir à cette injonction, nous dit Marjorie de Constance, ça a été une catastrophe. J'ai lâché la pression plus tard et ça s'est avéré beaucoup plus efficace. Et bien, le témoignage de Marjorie correspond vraiment au témoignage qu'on reçoit des parents. Beaucoup de parents essayent d'être constants, cohérents, toujours pareil, mais ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas comme ça que l'on est. Et en plus d'être pas efficace, parce que l'enfant, pour le coup, ce qui le rend insécure, ce qui lui donne un sentiment d'insécurité plutôt, c'est le fait qu'il sent que je dis une chose et je pense autre chose. Je lui dis, on ne fait pas ça parce que j'ai décidé qu'on ne le faisait pas, mais en fait, il sent que je m'en fous aujourd'hui-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis super de bonne humeur, j'ai eu une super bonne journée, je suis détendue, il fait beau, c'est le printemps, je le prends monter sur la terrasse, il joue autour de moi en faisant du bruit, ça m'amuse. Je trouve ça super mignon et agréable. Et presque, ça me fait rire, et ça me donne envie de faire des câlins, et ça m'énerve pas. Et un autre jour, j'ai eu une mauvaise journée, il fait froid, j'ai le temps de rien, je cours partout, je me pose dans mon canapé, avec l'espoir d'avoir 5 minutes de pause pour enfin un peu récupérer de l'énergie. Et lui, il saute partout, il fait exactement la même chose, mais juste, j'ai envie de l'envoyer contre le mur. Parce que juste, c'est pas possible pour moi ce jour-là. Est-ce qu'il est nécessaire, le jour où je suis cool et où tout va bien, de lui interdire de faire quelque chose qui me pose aucun problème? Non seulement c'est pas nécessaire, mais en plus ce sera pas efficace. Parce qu'il va sentir qu'en fait je m'en fous et donc il va pas le faire. Et je vais m'énerver parce qu'il n'écoute pas ce que je lui dis. Parce que le sentiment d'impuissance quand on demande quelque chose et que l'autre ne le fait pas, que ce soit un enfant ou un adulte, fait que ça nous énerve systématiquement. Je te demande ça, je te le redemande, je te le redemande. Même si ce que au début je le voulais pas vraiment, à la fin je suis énervée parce que tu ne m'écoutes pas. Mais si en plus il est en train de jouer, il va même pas répondre. Ça va encore plus m'énerver. Et cette colère, elle va être, enfin c'est même pas de la colère, mais cette impuissance, ce sentiment d'avoir envie d'être violent, elle va être encore, elle va être absolument, c'est légitime, je veux dire, c'est juste. Ça nous donne de la puissance pour faire quelque chose contre le fait que ça marche pas. Mais ce qu'on va tendance à faire, c'est de crier. Ce qu'on peut faire avec le recul,
au-delà de ce moment où on se sent impuissant, c'est de se dire pourquoi régulièrement sur ce problème-là je me mets à crier. On revient à l'authenticité, on revient à qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que c'est vraiment important pour moi qu'il ne joue pas partout en courant? Pas forcément. C'est vraiment important pour moi les jours où je suis fatiguée. Mais le reste du temps, non, je trouve ça mignon. Alors pourquoi je dis non? Et ce que dit vraiment Marjorie est absolument vrai. Le jour où je relâche la pression, c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que quand je vais lui demander de se calmer, de faire moins de bruit, alors que je lui demande pas d'habitude, ça va beaucoup mieux fonctionner parce qu'il va sentir que ce jour-là, j'en ai besoin. Maja, autre règle ici, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Je remarque que les enfants n'ont pas besoin de constance dans les règles, avec des paramètres précis, mais des principes de base que l'on peut partager en parlant en jeu. Donc je te rejoins, ils ont besoin d'authenticité. Oui, ça c'est absolument sûr. Hein. Les enfants ont besoin, entre autres, enfin la famille même au-delà des enfants, la famille, le fonctionnement dans la famille, c'est-à-dire des gens qui vivent ensemble toute la journée, enfin tous les jours, pas toute la journée forcément, mais régulièrement tous les jours, on a besoin de se baser sur une valeur d'authenticité. Ça veut dire qu'est-ce que je veux vraiment. Là tu dis des principes de base partagés en parlant en jeu. Les principes dont tu parles à ton enfant, déjà tu les dis en jeu, c'est-à-dire que c'est pas un principe général, on ne tape pas, c'est je n'aime pas que tu tapes, que tu me tapes, même c'est encore mieux. Et ensuite, c'est des principes, tu en parles en jeu parce qu'ils te parlent à toi. Ils parleront différemment à quelqu'un d'autre. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, c'est un point de vue qui est assez répandu, hein, la plupart des gens pensent ça, mais il y a des gens qui sont plus souples que ça, plus souples que d'autres sur ça. Moi, par exemple, je suis assez souple sur le fait que les autres me dérangent. Je vais avoir tendance à partir et puis c'est pas grave, quoi. Et ça va pas vraiment m'attaquer. Je vais être beaucoup plus. À d'autres personnes vont être plus sensibles. Et ce qui est important, c'est de parler de moi, de ce qui, moi, me dérange. Moi, par contre, je vais très mal supporter les gens qui s'amusent à te faire des petits trucs pour t'agacer. Mais pas des trucs, de tout petits trucs. Et ça, j'ai un seuil de tolérance à ce genre de jeu très très bas, beaucoup plus bas que la plupart des gens. Et c'est ça dont les enfants ont besoin. Et là, je reviens sur une chose que dit Yule, avec laquelle je suis d'accord. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur pose des limites à eux. C'est-à-dire, là, j'ai mon enfant, et on le dit, il faut que tu poses des limites autour de ton enfant. Ça, tu as le droit de le faire. Et à l'intérieur, tu es libre à l'intérieur de ce cadre qui est censé te sécuriser. Ben, Yule, il propose pas ça. Il dit, là, j'ai mon enfant, mais là, j'ai moi, et je pose des limites autour de moi. Ça, c'est mes limites à moi. Et donc, l'enfant, il va venir buter contre les limites de son parent, qui vont être différentes à chaque parent, donc différentes pour sa mère et pour son père, différentes selon les moments, selon les contextes. Si je suis au supermarché ou si je suis à la maison, je ne vais pas tolérer la même chose. Si on mange à la maison ou si on mange au restaurant, je ne vais pas tolérer la même chose. Alors évidemment, suivant l'âge de l'enfant, il y a des moments où il y a des choses que je ne pourrais pas exiger, quel que soit le contexte. Mais sur le principe, je vais être plus exigeante sur la façon de manger au restaurant que à la maison. Je vais être je vais réagir différemment à une crise émotionnelle de mon enfant au restaurant ou à la maison. Parce que le contexte est différent. Et c'est juste normal. C'est pas la peine de se fouetter là. Oh là 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 là, je réagis pas pareil. Ben non, c'est normal en fait. Hein. Cool. C'est normal. La seule chose dont l'enfant a besoin, c'est que vous le clarifiez. Tu vois, là, vraiment, c'est pas pareil. Je vais vous donner un exemple récent d'hier, tiens. Hier, nous sommes allés dans un parc de jeux. On attendait pour une grande balançoire, un truc rond, là, où ils peuvent se mettre à plein d'enfants. Où vous les mettre mes grandes et mes petits. Parce que c'est tellement grand que pour le coup, ça donne envie à la fois aux ados et aux petits, et c'est un truc ensemble. Et donc, ils ont attendu, enfin, tous les 4, ils ont attendu leur tour. Sauf que les enfants qui étaient dessus, ils descendaient jamais. Attendez, ça durait. Et puis nous, on avait dit, à telle heure, on part. Et à un moment, on part. Et ils attendaient toujours. Et donc, ils étaient extrêmement frustrés de ne pas avoir pu faire ce jeu-là. Et les petits, qui ont 5 ans et demi, c'était beaucoup trop pour eux. Ils sont partis en crise. Et ils criaient, mais c'est pas juste, mais je veux pas, gna. Et donc, j'ai essayé un peu d'écouter leur stress, mais clairement, ça fonctionnait pas. Parce que eux, leur objectif, c'était très clair, c'était qu'ils voulaient que je vire les enfants qui étaient sur la balançoire. Ce que moi, je voulais pas faire. J'estimais que ça faisait presque 20 minutes qu'ils attendaient.
Les enfants qui étaient sur cette balançoire et les parents qui étaient autour pouvaient gérer ça éventuellement, ou les miens pouvaient demander aux autres, mais j'avais pas l'envie de m'en mêler moi-même. Surtout que c'était l'heure de partir, parce qu'après on avait tout un tas de trucs et je voulais partir, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment, quand j'ai commencé à sentir que ça m'énervait, au début ça m'énerve pas quand les enfants crient, c'est leur problème. Mais à un moment ça m'énervait parce que je voyais que ça partait en cacahuète de façon inhabituelle. Ça montait beaucoup plus que d'habitude. Et là je me suis dit, en fait, je suis en train de réagir comme si j'étais à la maison, c'est-à-dire de leur donner de l'écoute, de la proposition de câlin, comprendre leurs problèmes, alors que j'y suis pas. Et qu'en réalité, il y a tout ce qui se passe, c'est que tous les autres parents autour me regardent, trouvent que ça va pas du tout comment mes enfants se comportent. Ça se sentait, parce qu'ils criaient vraiment beaucoup, ils s'énervaient vraiment très fort. Et ça me met mal à l'aise. Et donc, je suis en train de leur parler de leurs émotions, de leur dire tu es en colère, mais je suis pas du tout avec eux en vrai. Je suis en train de me dire, putain, c'est pas possible, j'en ai marre qu'ils me regardent les gens. Et je suis en train de penser aux gens, mais je parle à mon enfant, ça fonctionne pas. Et donc, je leur ai dit, tu sais, en fait, quand tu cries comme ça, je suis mal à l'aise à cause des autres. Et immédiatement, tout s'est descendu. Ils étaient toujours en colère, toujours pas contents, mais on est parti. Et ils ont pris le temps de râler et de créer tout ce qu'ils avaient envie dans la voiture en rentrant, que c'était vraiment pas juste. Et puis ils étaient très soutenus par leur grande sœur qui trouvait ça absolument injuste et le disait d'une autre façon puisqu'elles étaient ados, que les autres enfants ne sont pas descendus. Et ma limite était différente de d'habitude. Et une fois que j'ai eu verbalisé que ma limite était différente, c'était ok pour eux. Et elle était même différente d'autres fois où je vais dans le parc, parce que des fois je vais au parc et j'assume que mes enfants s'énervent et c'est pas grave. Mais là, à ce moment-là, l'ambiance du parc de ce moment-là faisait que je ne pouvais plus être concentrée sur ce que je faisais. Et donc, je ne peux pas dire c'est interdit de crier quand on n'est pas content. Ce serait une règle constante. Ben non, c'est pas interdit de crier quand on n'est pas content. Ça dépend des circonstances. Et en faisant ça, je montre aussi à mes enfants que eux aussi, ils peuvent avoir des limites qui varient selon les circonstances. Parce que eux aussi, ils ont des limites qui varient selon les circonstances. Et ça les rassure de voir que tout le monde est comme ça. Juste dans le couple, ce dernier point auquel je veux, on veut souvent que les parents se mettent d'accord dans l'idée d'être plus efficace, parce que s'il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non, bonjour Sandra, s'il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non, je vois qu'il y a une remarque de moi là, je reviendrai après, je finis juste ce que je suis en train de dire. Si un dit oui et l'autre dit non, une chose, on dit l'enfant va en profiter, c'est-à-dire en fait il va essayer d'obtenir ce qu'il veut. Bon, alors je vous préviens tout de suite, quoi que fassent les parents, l'enfant va essayer d'obtenir ce qu'il veut. Comme moi, ou comme vous, comme tout le monde en fait. Il va pas essayer d'obtenir ce qu'il veut au dépend de n'importe quoi, il va essayer d'obtenir ce qu'il veut tant qu'il a l'impression que c'est possible. S'il sent que c'est plus possible pour nous, il va s'arrêter dans tous les cas. Alors évidemment, il y a des ajustements, mais fondamentalement, ça fonctionne comme ça. Seulement, l'enfant, il sait que ses parents ne sont pas forcément d'accord. C'est pas la peine de faire semblant d'être d'accord. On va encore avoir un problème d'authenticité si on fait semblant d'être d'accord, et on va créer beaucoup plus de problèmes que de solutions parce que l'enfant va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle dit oui alors que l'enfant est là à dire non, et il va insister. Tandis que si je dis clairement, écoute, papa n'est pas d'accord, je sais pas moi, papa n'est pas d'accord que tu regardes la télé, moi je suis d'accord que tu regardes la télé. Je ne sais pas quoi faire parce que je suis embêtée. Si je te dis oui, papa risque d'être contrarié, mais en même temps, je ne vais pas te dire non, rien que parce que papa n'est pas d'accord. Voilà, à partir de là, on a mis les trucs sur le tapis, on en discute à trois, on voit ce qu'on fait. Où est le problème? Il n'y en a pas. Alors, Maja nous dit, c'est dur, j'ai connu ici la verbalisation de cette situation. C'était à froid, car à chaud, impossible. Ouais, ça dépend du degré de ton propre stress, du degré de stress des enfants. Ça dépend de plein de choses. Mais dans cette situation du parc, c'est très compliqué. Mais moi, ce qui fait que j'ai pas verbalisé de suite le fait que le regard des autres me dérangeait, c'est que, bon, ma grande a quand même 15 ans, donc je suis allée un certain nombre de fois au parc. Et j'ai eu un certain nombre de crises au parc, des miennes et des enfants des autres, parce que c'est aussi, quand on voit les enfants des autres, c'est aussi rassurant, on voit que c'est absolument banal. Du coup, bon, voilà, j'ai une certaine confiance vis-à-vis de ça, et d'habitude, une crise de mon enfant, je suis capable de l'accompagner au parc comme à la maison. Ça se calme assez rapidement,
Et puis, si les autres, ça les dérange, sur le moment où je suis en train de m'occuper de mon enfant, ça me dérange pas trop. Et une fois que l'enfant est calme, en général, je lève la tête, je regarde les autres, je leur souris, voire je leur dis quelque chose en leur disant, ah oui, ça fait du bien quand on les écoute, pour un peu leur donner une autre façon de voir que ce qu'ils ont peut-être, ou pour voir aussi que des gens sont en train de me sourire, hein, parce qu'ils sont pas toujours en train de trouver que ça va pas. Mais là, le contexte, les personnes qui étaient là, l'ambiance qui était là, était différente de d'habitude et faisait que ça n'allait pas. Et puis mes enfants étaient en fait aussi en train de crier vraiment très fort que c'était pas juste en jugeant les gens. Donc c'était très compliqué à assumer. Beaucoup plus que juste ils pleurent parce que ils veulent pas partir. Même s'il y avait les deux mélangés. Je pense qu'on a quand même fait le tour et tout ça, ça revient à l'authenticité. Hein. On en a parlé sur la vidéo sur l'authenticité. On en a parlé aussi sur le manteau, on en a parlé partout. Souvent, quand vous avez un problème, vous demandez qu'est-ce que je veux vraiment, c'est absolument important. Et puis, avec quoi l'enfant coopère. C'est aussi lié à ça. L'enfant, il coopère avec quelque chose la plupart du temps. La plupart du temps, et il peut coopérer avec votre fausse acceptation. Vous dites oui, mais vous pensez non. Ça le perturbe. Vous dites non, mais vous pensez oui, il fait oui en général. Voilà. Si vous dites oui et vous pensez non, il va être mal à l'aise. Et suivant son âge, des fois, il va même pas accepter votre oui. Et des fois, il va l'accepter, mais il va se sentir mal. Ça va donner quelque chose de pas confortable dans la relation. Si vous dites non alors que vous pensez oui, c'est les noms qui sont le moins respectés. Parce que de toute façon, ils sentent que c'est pas vrai. Et si vous vous posez la question par rapport à vos parents, vous savez très bien les fois où vos parents vous ont dit non alors qu'ils pensaient oui. Vous avez plein d'exemples. Voilà. Une prochaine fois, on pourra discuter de comment on réagit quand un adulte nous demande, sous couvert de cette injonction de cohérence, de nous conformer à ce que lui veut qu'on fasse. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi plus souvent des adultes de l'extérieur, par exemple l'école. Il faut être cohérent, moi je lui demande ça, vous devez lui demander ça. La même chose. Comment on fait? Eh bien, on en parle une prochaine fois, un prochain live. Sur ce, je vous laisse. Ça sera le seul live de cette semaine parce qu'il y avait les jours fériés et tout, ça fait un peu lourd. Et puis, on a un live lundi prochain sur un sujet que j'ai oublié. Et on aura aussi un live avec un exemple concret la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé. Et puis à une prochaine fois. Au revoir.